8h06, vous êtes en direct du studio Denise Lécuyer, vous suivez Matin Manitobain, ici Leslie. Aujourd'hui, nous abordons un sujet encore trop souvent ignoré, la santé mentale des hommes. Entre tabous, attentes sociales, isolement, beaucoup d'hommes éprouvent des difficultés à parler de leur mal-être. Pourtant, ils consultent moins souvent que les femmes, laissant leur souffrance s'installer en silence. Comment expliquer ce phénomène-là et surtout comment redéfinir la vulnérabilité masculine pour en faire une force plutôt qu'une faiblesse? Et pour répondre à ces questions-là, on a notre expert ici, Andrew Keys, conseiller en santé mentale au centre de santé de Saint-Boniface. Comment ça va, Andrew? Ça va très bien, merci. Bonjour. C'est un sujet quand même, hein. C'est un sujet très large. Comme tous les sujets qu'on aborde. Je te jure. Ouais. Je me suis dit, on aurait pu parler pendant des heures parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet-là. Mais on va essayer de comprendre un tout petit peu les freins. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi on observe que les hommes consultent moins en santé mentale que par rapport aux femmes. Je vais commencer juste en disant que même dans le regroupement des hommes, il y a des différences quand ça vient aux différentes générations, on va dire, au dépendamment de l'âge. C'est vrai. Parce que les valeurs dominantes des différents siècles, surtout il y a assez longtemps, avaient des jugements ou des valeurs qui rendaient ou qui créaient un stigma, qui rendait l'accès à des services de soutien en counseling, en psychologie, plus difficile pour les hommes. Ouais. Parce que ce matin, même, je posais la question à Mathias de savoir s'il a déjà consulté un conseiller en santé mentale ou il m'a dit oui. Si je pose la question à mon frère, ça serait un gros non. Ouais. Ouais. Et il y a pas à discuter, même s'il va pas bien, il parlera pas à quelqu'un d'autre en dehors parce que on s'ouvre un tout petit peu, il y a ce côté-là, on s'expose d'une certaine manière. Absolument, la vulnérabilité. C'est ça. Vas-y. Ouais, non, je dirais juste pour ajouter à ça que même chez les femmes, je dirais qu'il y a encore certaines femmes qui seraient moins portées à aller rechercher ce genre d'aide, mais la proportion chez les hommes est plus large. Quand on parle de génération, on a parlé de génération tout à l'heure. Quelle génération vient plus du genre? À quelle génération tu travailles? Je dirais. Il y a les baby boomers, il y a les alpha qui viennent de naître, je pense. Ou il y a la génération Z, il y a les millennials. Qui est-ce que tu vois généralement dans ta pratique? Ouais, très bonne question. Donc moi, par défaut, on travaille avec les personnes aussi jeunes que 16 ans, puis jusqu'à n'importe quel âge. Alors, la distribution, par contre, elle n'est pas uniforme, elle n'est pas égale. En fait, quand je travaille avec les hommes en particulier, je travaille souvent avec les hommes vers environ mon âge, mais plus vieux d'habitude, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, 70, 80, tu vois. Ce que je trouve très intéressant, c'est que avec ces clients, il y a toujours un certain élément de, je dirais pas résistance, mais réticence peut-être ou un inconfort quelconque qui doit être adressé afin de permettre à la personne de s'engager dans le processus. Alors souvent ce sont des valeurs sociaux, culturelles qui provoquent souvent de la honte ou de la culpabilité ou différentes émotions difficiles chez le client qui peuvent des fois les prévenir ou empêcher qu'ils s'engagent pleinement dans le counseling. On a parlé de vulnérabilité. C'est souvent la partie la plus difficile, surtout chez les hommes. Quand on parle de la façon que les hommes sont socialisés. Exactement. La vulnérabilité va pas mal à l'encontre plusieurs des valeurs les plus importantes, que je vais dire les plus populaires. Pendant que tu parles de ça, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a dit un homme qui est trop émotif, c'est un danger pour la société. Et j'ai été choquée quand j'ai entendu ça. Il m'a dit, Leslie, les femmes ont beaucoup d'émotions. Les femmes sont émotives. Si l'homme, il est aussi émotif que la femme, dans un couple ou dans une équipe, il y a un problème. Il faut que quelqu'un ait sa tête et diriger un tout petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça m'amène à poser, c'est quoi les attentes, en quoi les attentes sociales liées à la masculinité influencent la manière dont les hommes expriment leurs émotions. Je vais dire,
Généralement, on va assumer que l'homme est plus stoïque, plus cérébral, moins dans ses émotions. Mais je dirais que ça va dans les deux. Il y a comme un genre de qu'on va appeler en anglais feedback loop là-dedans. C'est que les valeurs qui sont inculquées chez les garçons. Un garçon ne pleure pas. Ben c'est ça. Puis naturellement, un garçon, en effet, il pleure, il ressent ses émotions. Il a en effet le même système nerveux qu'une femme. On est humain. On est humain. Ben oui. Alors, dans sa nature, l'homme a une capacité, comme une femme, de vivre des émotions, de les ressentir, de les exprimer. Mais je crois que certaines valeurs rentrent en jeu, la socialisation du garçon quand il avance en âge. Et les leçons qu'on lui apprend, on lui dit qu'un garçon ne pleure pas. Et ça devient une leçon ou un message très internalisé. Donc, les larmes deviennent équivalents à la faiblesse ou indicateurs de faiblesse ou c'est d'incapacité de tolérer les difficultés de la vie. Et on apprend très vite qu'un homme est fait pour naviguer les situations dans sa tête, mais jamais dans son corps, jamais dans son cœur. Moi, je dirais que l'émotivité d'une femme, en effet, ça représente une force très importante pour l'humain. Je dirais que souvent les femmes c'est clair. On minimise l'importance de leur réaction, de leur intuition, de leur perspective. Pour favoriser la stoïcité, le calme, la rationalité qu'on voit chez l'homme. Mais on sait aussi que c'est un produit du système patriarcal. C'est clair, oui. Ouais, alors c'est très complexe. On peut pas dire que les hommes sont naturellement d'eux-mêmes parce qu'ils ne le sont pas. Et je pense que quand un homme devient cet homme stoïque, rationnel, il y a du feedback de son environnement. Les gens apprécient ça. C'est lui qu'on va aller voir pour résoudre les problèmes. Ou c'est lui. Il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus stoïque. Et Mais je pense que cette préférence pour les traits typiquement masculines tire plutôt le biais dans notre société vers la masculinité, vers les traits masculines plutôt que féminines. On voit beaucoup d'isolement du côté des hommes en ce moment. Qu'est-ce qui influence ça? C'est quoi? Quel rôle jouent les tabous et la peur du jugement dans l'isolement des hommes en ce moment? Pour être connecté avec les gens, pour développer des relations proches, il faut passer à travers la vulnérabilité. Il faut s'essayer, il faut prendre des risques. C'est tellement bien dit. Il faut s'ouvrir à quelqu'un. On n'a pas le choix. Sinon, il n'y a pas de relation. Exactement. Si une personne ne me connaît pas... C'est superficiel. Ben, c'est ça. On est en proximité fréquemment, mais on ne se connaît pas comme humain, comme personne. Alors, la relation n'a pas cette même qualité. Alors, l'isolement chez les hommes, je crois, puis d'après certaines lectures que j'ai effectuées, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment aussi, puis je vais en parler avant la fin de la conversation, mais cette idée que l'isolement chez les hommes, je crois qu'elle est très rattachée à l'aversion vers la vulnérabilité. Il faut être impénétrable comme homme, il faut être fort, il faut être enfermé, il faut... Alors, ce ne sont pas des traits nécessairement qui s'avèrent à des relations proches avec des amis ou qui que ce soit. Quelles sont les conséquences à long terme et à court terme aussi quand on ne parle pas, pour les hommes qui ne parlent pas de leurs émotions, qui gardent tout à l'intérieur? Quand on parlait du fait que les hommes ne pleurent pas, on dit l'homme ne pleure pas. Je me dis, mais quand on traverse une période difficile, par exemple on perd un parent, c'est une douleur qui ne s'explique pas. C'est ça. Et qu'on ne pleure pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais où va cette douleur? Merci. Ça part où, en fait? Ça ne disparaît pas, mais des fois, elle peut se traduire, elle peut se transformer. On va parler des fois de gens qui vont compartimentaliser les émotions. Donc, une personne peut vivre une situation qui, objectivement, naturellement, provoquerait une certaine réaction émotionnelle, mais elle va la supprimer en elle, où elle va trouver une façon de se dissocier de cette émotion. Et souvent, ça devient un patron dans la vie d'une personne. C'est pas juste, l'homme vit un certain deuil, puis tout d'un coup, il décide de s'éloigner de sa tristesse. C'est un patron
de gestion émotionnelle qui se développe depuis très jeune. Quand on parle des messages que les jeunes garçons reçoivent de leurs parents, si un garçon n'est pas censé pleurer, on va se twister le visage pour ne pas laisser sortir de larmes. Puis cette émotion, cette énergie émotionnelle, cet inconfort en nous, elle va se placer à quelque part dans le corps. Et ça va créer aussi, on va dire, une zone dans la vie de la personne où elle sera obligée, effectivement, d'éviter toute expérience qui provoquerait peut-être cette émotion. Alors, on voit beaucoup d'évitement émotionnel chez les hommes. On parle souvent aussi de la qualité des conversations chez les hommes, les groupes d'amis hommes. C'est clair, souvent, c'est superficiel. Hein? Ben oui, parce que si on commence à parler des vraies choses, ça peut faire mal. On veut pas pleurer, surtout pas devant ses amis, on veut être fort. Nos pères. Toi, tu veux pas faire ça, hein? Non, c'est pas on veut pas le faire, c'est juste, on pense pas parler pour nos émotions aussi. Yeah. Est-ce que vous checkez, genre, est-ce que vous vous demandez, est-ce que tu es sûr que ça va? On va se demander s'il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi, on va demander si ça va, mais c'est pas comme que on va pas en parler. Il va dire, il y a quelque chose qui se passe, mais il va pas comme, il va pas articuler, il va pas il va pas dire, c'est pas le problème. Yeah. Avec les femmes, quand on se voit, quand on fait les brunchs, c'est pour ça, en fait. Ouais, c'est pour ça les mimosas. T'as tout compris. On fait un débriefing debriefing de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Les gars, on se donne un bière, on assied dans un cercle et on se tape sur le dos. Mais c'est une bombe à retardement quand même, hein, parce que si on n'en parle pas, on peut lâcher, comme on le dit. Si quelqu'un, tu te demandes, mais d'où vient cette émotion-là? Alors que ça a été gardé pendant tellement de pendant longtemps, et maintenant c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase un tout petit peu. Hein. Oui, certainement. Puis comme Mathias dit, c'est typiquement pas un domaine de discussion chez les hommes. Ça arrive si c'est clair que, tu sais, parce que quand même, comme j'ai dit, les hommes, on est doués d'un système nerveux, on a des émotions, alors on a cette capacité pour l'empathie, puis on peut l'exprimer. Mais ce ne sont pas des actes ou des gestes qui sont souvent renforcés. Je dirais plutôt ces jours-ci, chez les jeunes, les sujets reliés à la santé mentale sont moins tabous. Alors, ce n'est pas aussi, on va dire, risqué d'en parler avec ses amis. Ouais. Est-ce qu'on peut dire alors que la société a évolué dans sa manière d'aborder la santé mentale masculine? Oui, certainement. Oui, Mathias est d'accord. Moi, je dirais que oui. Yeah. On fait des avancements comme société. Je dirais aussi, surtout chez les hommes, on parle plus ouvertement de la santé mentale, particulièrement chez les hommes, les enjeux particuliers. Et je crois que c'est très important parce que on a parlé d'isolement. Un des risques avec l'isolement, c'est que les gens peuvent migrer graduellement vers des extrêmes très dangereuses. On parle de messages misogènes en ligne ou des communautés en ligne. On a parlé des problèmes reliés aux incels. Tu vois, toutes ces problématiques qui affectent les jeunes hommes reliées à l'isolement, reliées à la santé mentale qui est pas traitée. Ce sont les vrais dangers. Ça me fait penser à un documentaire que j'ai vu, un jeune garçon qui a dit, on connaît tous Andrew Tate, il a dit, il y avait un documentaire qui a été fait sur lui, et ce jeune-là, il a dit, il n'avait pas de figure paternelle, donc Andrew Tate, c'était son modèle. Et c'est plus tard qu'il s'est rendu compte que il était dans le wrong, tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, il milite pour que les jeunes hommes ne fassent pas comme lui, mais il a dit pendant longtemps, puisqu'il y a personne, il n'y a aucune figure paternelle dans ta vie, qu'il y a quelqu'un qui te dit, ben c'est ça qu'on doit faire. Tu suis un peu bêtement. On voit le même problème dans les gangs de rue. C'est ce manque d'influence paternelle. Puis quand je parle d'influence paternelle, je parle pas juste de l'influence traditionnelle paternelle. Mais tu sais, on a parlé de comment un homme peut développer une force dans son émotion, dans sa capacité émotionnelle. C'est un peu ça aussi, hein. Tu sais, on veut apprendre à quelque part les traits traditionnellement masculines à nos enfants. Moi, j'ai 2 filles à la maison, mais je les apprends aussi. C'est important. Tu vois, j'essaie de les élever comme si j'avais 2 garçons, de pas trop tomber dans la dichotomie du genre. Mais en même temps, je crois qu'il y a beaucoup de valeur à montrer à mes enfants, aux enfants, tu sais, comment un homme équilibré et sain
peut se comporter. Ouais. Parce que souvent, les messages qu'on voit, tu sais, si on regarde dans les films, des hommes, c'est du monde qui se donne des coups de poing ou, tu sais, qui ne pleurent pas, qui sont très forts, tu sais. À quelque part, ce sont des traits factuels, ce sont des traits qui ont une validité, mais pas quand on l'amène à l'extrême. On cherche un certain milieu où un homme peut à la fois vivre des émotions très naturelles, très normales, mais aussi être quelqu'un de la personne protectrice, disons, pour sa famille, ou la personne, tu vois, comme les rôles traditionnels, mais sans être l'unique définition de qui cette personne est. Parce qu'on parle dernièrement beaucoup de masculinité toxique. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comment on peut encourager les hommes à voir la vulnérabilité comme une force et non une faiblesse? Ouais. Mais, ouais, Mathias. Wow. Bonne Ça veut question. dire déjà dans ta tête. C'est difficile, C'est une hein? question difficile, ça. Yeah, c'est très difficile. On n'est pas sorti de l'auberge, hein? Ça n'a pas évolué. On a encore du chemin à faire. Ouais, même si je pense à mon propre parcours pour devenir conseiller, il a fallu que je passe à travers d'une période où je confrontais plusieurs des croyances que j'avais de moi, de ce que ça voulait dire d'être un homme, de ce que ça voulait dire aussi de ressentir des émotions. Étant donné que c'est une partie très importante de mon travail, je peux pas faire mon travail sans ressentir à quelque part des émotions, puis les comprendre, puis les appliquer, tu sais, dans la situation pour approcher mes clients avec empathie et compassion. Et c'est bien que tu aies 2 filles, parce que si tu avais deux garçons, peut-être que ça aurait été différent, mais 2 filles avec des émotions, etc. à la maison, ça, tu vois ce que je dis? Tu vois, puis c'est vrai. Tu sais, je peux jamais dire que ça n'a pas eu d'impact. Le genre de mes enfants, le sexe, on va dire, parce que on sait pas en fin de compte, mais ben oui, ça a un impact. Hein, mes 2 filles, je dirais que je suis devenu un papa plus doux. Ouais. Plus doux que je l'aurais été. Mais on sait jamais, hein. Je peux juste imaginer comment ça serait différent. Mais je vais avouer qu'il y aurait probablement eu une différence. C'est clair. Donc, comment on peut encourager ces hommes-là? Mathias me regarde, il dit, non, on peut pas encourager un homme à avoir la vulnérabilité comme une... C'est pas impossible, c'est juste pas facile du tout. C'est convaincre. Vas-y, non. Le professionnel ici, je vais continuer avec ce que Mathias il dit parce que c'est vrai, c'est pas le fait de convaincre la personne. Le processus, en fait, est très difficile. Parce que ça va demander qu'un homme travaille fort à changer la façon qu'il approche ses émotions. Tu vois, si la réaction depuis l'enfance, c'est de supprimer ses émotions, de cacher son affect, le travail demandera qu'il passe du temps avec ses émotions. Et ça, les gens n'aiment pas ça, hein, parce que s'asseoir avec ses émotions, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est ça que je dis beaucoup à mes clients quand ils viennent me voir, puis je leur dis, écoutez, je crois que ça pourrait vous aider, ça, mais ça sera vous qui va déterminer si le counseling, c'est pour vous. Mais je veux pas que vous attendiez, quand vous venez me voir, que vous allez toujours vous sentir mieux. Parce qu'on va passer du temps à ouvrir tout ce qui est, toutes les boîtes noires, en fait. Tout ce qui est caché, hein? Ouais, tout ce qui a pas vu soleil depuis longtemps. Évidemment, on fait ça avec compassion, on prend notre temps, puis on se lance pas dedans. Mais c'est vraiment juste pour normaliser le fait que le travail qu'on fait, c'est comme si on a augmenté de 40 livres sur les poids au gym. Hein? Ouais. On va ressentir le travail. C'est clair. Ça va être ressenti parce qu'on fait quelque chose de différent, quelque chose de plus difficile que l'évitement qu'on a peut-être été engagé à faire avant. C'est ça, c'est bien dit. Alors, ça devient une force avec la pratique. Avec la pratique, seulement avec la pratique. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de temps. On ne doit pas se donner un temps bien précis pour dire... du genre, je devrais être capable de le faire en 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est continuel, hein? Tu peux te mettre un album de Drake ou quelque chose, c'est passer un peu de temps dans tes émotions, je sais pas si ça se fait, mais tu sais, en fin de compte, c'est le fait d'avoir l'intention. Tu sais, si on est conscient, on ne va pas agir inconsciemment. Puis souvent, ces défenses, ce sont des actes ou des comportements inconscients. Alors, le fait de dire... Je n'aime pas la façon que je me sens présentement, mais je vais passer du temps avec ça pour mieux comprendre cette émotion. Je vais me laisser pleurer. Peut-être que je vais m'éloigner du monde, mais je vais aller pleurer, tu sais, dans mon coin. Ou peut-être que je vais pleurer devant du monde, dépendamment du contexte. Mais l'idée, ça serait
de se montrer, de se donner la chance de voir qu'en fait, de vivre l'émotion, ça ne va pas nous enlever notre masculinité ou notre force. En fait, je crois que ça va nous donner une perspective plus claire, plus éclairée sur ce qui se passe dans notre vie. Et on peut vivre plus pleinement de cette façon, parce qu'on n'est pas obligé d'éviter les situations difficiles. Tout est dit. On pourrait passer des heures ici avec Andrew Keys. Franchement, j'ai tellement de questions. Moi, j'aimerais ça. Je te jure. Hein. Mais je rappelle qu'on parlait de la santé mentale des hommes, tabou, attente sociale, isolement. Et puis, pourquoi ils consultent moins, redéfinir un tout petit peu la vulnérabilité masculine. Et c'était Andrew Keys, conseiller en santé mentale au Centre de santé de Saint-Boniface. Merci beaucoup, Andrew.